je vais demander aux intervenants de la deuxième table ronde de venir me rejoindre. Arnaud Lecourt, Éric Bonneau, Marie-Élodie Gy et Élise Andevelt, voilà, qui vont venir me rejoindre pour cette deuxième table ronde. En tout cas, je vous remercie parce que vous êtes très proactifs sur la plateforme YouSlide et vraiment merci pour toutes vos questions qui sont, je vous le rappelle, conservées en tout cas par Mégalis. Alors, voilà, je vous en prie. Comment Éric Hennebeau, pardon. Alors, vous êtes reconnus, tout allait bien. Donc voilà, on va aborder dans cette deuxième table ronde, tous ensemble, la transformation numérique dans les collectivités territoriales. Comment conduire le changement ? Donc, je vais présenter un petit peu tout le monde autour de la table, même si effectivement on a tout qui s'affiche bien via le PowerPoint. Donc, Arnaud Lecourt, vous êtes directeur général des services de Dinan Agglomération. Éric Hennebeau, vous êtes directeur général des services de la commune de Roscoff. Marie-Élodie Gy, vous êtes directrice adjointe chargée de la formation au CNFPT Délégation Bretagne. Et puis Élise Andevelt, vous êtes responsable du service conseil et développement au centre de gestion d'Ille-et-Vilaine. Alors on va normalement vous proposer une nouvelle petite question de quiz pour voir un petit peu l'évolution. Alors c'est un peu différent. C'est que vous évoque la conduite du changement et l'idée là c'est d'avoir un petit nuage de mots qui va apparaître. Donc on va faire ce sondage à deux reprises, une fois maintenant et une fois à l'issue des échanges pour voir comment cela aura évolué. Mais ça peut peut-être déjà les uns les autres nous inspirer. Alors voilà, que vous évoque la conduite du changement, il faut répondre en 1, 2 ou 3 mots-clés qui vont s'afficher. D'accord ? Le premier, c'est inquiétude, voilà, formation, blabla, d'accord. Accompagnement, oh là, voilà. Donc tout ça se met en forme. Communication, évolution, patience, toutes des choses qu'on va évoquer. Écoute, consensus, conviction, management. Bon, c'est des termes qu'on va évoquer. Oui, dès qu'un nouveau mot arrive, ça bouge le nuage. Donc, effectivement, pour repérer les nouvelles choses qui arrivent. Voilà, mais on voit quand même ce premier mot qui était apparu et qui était peut-être inquiétude. On va essayer de démystifier peut-être certaines choses dans nos échanges. Voilà, on va le laisser peut-être afficher un petit peu ce nuage de mots. Alors, autour de la table, donc 2 partenaires qui accompagnent cette conduite du changement et puis 2 directeurs généraux de services de collectivité pour apporter donc une nouvelle fois des témoignages. Et nous commençons avec vous, Éric Hennebeau, pour la ville de Roscoff. Alors, j'ai dit station balnéaire, mais pas que, hein, bien sûr, dans le Finistère bien connu, qui compte 3500 habitants, je crois. On va pouvoir se saisir du petit micro si vous voulez bien. 54 agents communaux. Vous vous décrivez comme volontariste et enclin à l'expérimentation. Et vous avez d'ailleurs démarré le chantier de la dématérialisation dès 2007. Vous dites avoir essuyé les plâtres, mais ça se passe bien. Depuis mai 2017, là, vous travaillez sur la question de l'ouverture des données. Expliquez-nous très concrètement de quoi on parle pour la ville de Roscoff et comment ça se met en place, avec quels moyens, quel accompagnement. Alors, la commune de Roscoff est volontariste. Hein. Il y a bien sûr ces agents qui le sont aussi, et les élus, mais c'est la commune qui est volontariste. Pour preuve, à la fin du siècle dernier, je ne vais pas remonter trop loin, mais il était question d'être pilote pour changer la comptabilité communale. La M14 maintenant, qui est rentrée bien sûr en application, et la commune de Roscoff a été volontaire. Lorsqu'il y a généralement un appel à candidature pour être... pour essuyer les plâtres, vous le disiez, mais en tout cas pour expérimenter, nous sommes volontaires parce que effectivement, et le terme est repris ici, accompagnement, on préfère être accompagné plutôt que de se retrouver à devoir assurer une compétence sans avoir été préparé. Donc la commune de Roscoff s'est un peu trouvée dans l'obligation de partir vers la numérisation et puis la dématérialisation, même si ensuite il y a eu des obligations. Mais les obligations, elles sont nées parce que
on a pas mal de visiteurs, mais aussi de citoyens qui viennent consulter les archives. Parce qu'on a un fort patrimoine en archives. Et donc, on a des généalogistes qui viennent et qui feuillettent les documents, qui feuilletaient les documents. Et puis, ça a altéré un peu leur maintien. Et donc, avec un bénévole, on a numérisé ces archives. Et donc, les élus se sont dit, mais on pourrait poursuivre un peu. Et quand il a été question de la dématérialisation des actes, arrêtés et délibérations, nous avons été volontaires, nous avons été parmi les premiers dans le département du Finistère à signer une convention avec l'État pour dématérialiser, donc avec acte. Ensuite, dans le même temps, il y a eu aussi un agenda 21 qui a été mis en place parce que, vous le disiez, station balnéaire, mais pas que. La commune de Roscoff, donc vous connaissez, a une forte notoriété parce que c'est une ville avec un fort potentiel économique, une station biologique, un centre de santé, de soins. On a un nouveau port, donc, qui a été créé il y a longtemps, mais qui s'est bien développé. Donc, transport maritime, on connaît Roscoff parce qu'on passe pour prendre le bateau pour aller de l'autre côté de la Manche. Le port qui s'est développé aussi donc, en parallèle avec le commerce, avec la plaisance, mais on a aussi un vieux port patrimonial, donc une volonté de préserver l'environnement, etc. Donc les élus ont aussi voulu mettre en place un agenda 21. Agenda 21, vous le savez aussi, ce n'est pas que des élus, hein, c'est un ensemble, ce sont des partenaires. Les partenaires, ce sont les associations, les habitants, mais les services également. On ne peut pas réaliser, et en tout cas réussir la mise en place de cette procédure sans les services. Et pour preuve, les agents de la commune de Roscoff ont accepté de participer chacun dans leur domaine. Et donc, ont accepté le changement même si ensuite il y a eu aussi des obligations pour abandonner les phytosanitaires. Mais on a les collègues, je vais donner que quelques exemples, pour arriver donc à la dématérialisation et la numérisation. Les collègues de la restauration municipale qui se sont inscrits au concours qui a été mis en place, le trophée breton de la restauration collective, qui est mis en place par les 4 CDG de Breton. Et puis, ils se sont pris au jeu, puisqu'on est dans la démarche bio consécutivement, donc aussi à l'agenda 21. Et ils sont montés sur le podium. Ils étaient à la 3e place la première fois. Et puis, deuxième concours, il y a quelques années, ils sont montés sur la 2e marche. Donc là, pour la prochaine fois, c'est la première marche ou rien. On vise la première marche. Mais donc là, les collègues de la restauration municipale étaient à fond. Et volontaristes. Donc on est à fond. Donc maintenant, on est à 30% de produits bio, alors qu'avant, les enfants mangeaient du poisson carré, alors qu'on a le porc qui est là. C'est un peu fort. Donc, de même, je citais donc l'abandon des phytosanitaires. On a aussi les services espaces verts qui se sont pris au jeu. On avait 3 fleurs, et puis se sont mis comme objectif, mais pas absolument, mais quand même, d'avoir la 4e. Et ils l'ont obtenu, la 4e fleur. Voilà. Ce que vous voulez dire, c'est que les changements s'opèrent et qu'il faut que les équipes derrière soient effectivement moteurs et volontaristes. Voilà. Donc volontariste, il y a bien sûr une volonté politique, mais il faut aussi que derrière, les agents suivent. Et donc on en arrive à la numérisation, puisque c'est un peu le sujet de notre journée, enfin la numérisation, le développement du numérique. Lorsqu'il a été question, donc je vous parlais de actes, on a été, les collègues ont accepté, mais d'autres services ont été développés avec la numérisation. Par exemple, les locations de salles. Les associations peuvent, à partir du moment où elles ont un badge, demander l'ouverture de la salle à tel ou tel moment, et elles n'ont plus à se déplacer. On parlait tout à l'heure des services, bien entendu, les services famille, etc., sont aussi dématérialisés, donc les parents peuvent inscrire leurs enfants. Il y a des badgeages aussi à l'entrée des services qui suivent avec la facturation. On est aussi, donc, pour la gestion des petits problèmes de voirie, les citoyens peuvent
nous le signaler par Internet, et puis ça suit au service technique. Ça permet aussi au service technique ensuite de déterminer le temps passé avec telle ou telle opération. Et tout ça, il faut que ça s'accompagne. Tous ces changements qui s'opèrent, ils ne se font pas comme ça du jour au lendemain. Alors, il faut les conduire et les accompagner. Ils sont accompagnés, en fait, c'est aussi dans l'air du temps. Hein, on se rend compte qu'il y a du temps à gagner, puisque on est tous rendus au même niveau, qu'il faut gagner du temps. Il n'est pas question de remplacer systématiquement les départs. Et donc, il faut optimiser l'utilisation de ce temps. Donc, ça s'est fait, je parlais des services techniques, mais on est dans cette démarche permanente. Et donc, il y a une émulation qui se crée auprès des agents, mais on est accompagné par le CNFPT, par le CDG, et puis on est aussi stimulé par Mégalis, parce que lorsqu'il y a des nouveautés qui arrivent comme le RGPD ou comme l'Open Data, ça suscite aussi des interrogations, et puis on se dit mais pourquoi pas. Une question, est-ce qu'il y a la fibre à la mairie de Roscoff ? Non, la fibre passe à Roscoff pour aller à la station biologique, mais on ne peut pas brancher. Ouais. Ça viendra, mais c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Bon, en tout cas, on comprend que ces changements, en tout cas, ils sont là, ils s'opèrent et qu'il faut effectivement les accompagner. On a cité des noms, on y reviendra si vous voulez bien tout à l'heure. Éric Bonneau, on va après votre vision, Éric Hennebeau, pardon. Oui, je connais un Éric Bonneau, c'est pour ça, voilà. À vos côtés, nous avons Élise Andevelt, qui est responsable du service conseil et développement au centre de gestion d'Ille-et-Vilaine. Le rôle justement du centre de gestion en matière d'accompagnement aux collectivités, c'est de ça dont vous allez nous parler. Élise, pour commencer, vous vouliez peut-être nous apporter quelques éléments sur la notion même du changement, ce mot qui suscite aussi des inquiétudes, hein, on l'a bien vu. Oui, alors effectivement, les mots-clés sont intéressants. Le changement, souvent, cela fait peur. Hein. Le changement, on a l'impression de le subir, alors que justement, il y a tout un tas de moyens pour l'anticiper, l'accompagner et en faire une opportunité. Je voulais aussi rappeler que le changement, on se projette dans un nouvel état. Hein. C'est un objectif. Et pour autant, c'est aussi tout un processus. Donc, on va parler de ce processus d'accompagnement également. Voilà, justement, que propose le CDG 35, notamment aux collectivités ? Combien de personnes contribuent à cette activité de conduite du changement ? Alors, les centres de gestion, vous les avez cités à l'instant, ils sont connus d'abord pour les accompagnements plutôt ressources humaines. Mais c'est vrai que c'est une structure dédiée à l'accompagnement. Donc, c'est vraiment notre métier, notre cœur de métier. Tout le côté numérique, ça s'est développé depuis une dizaine d'années, hein, chez nous, CDG 35. Et puis, ça a vraiment émergé, je dirais, depuis 2014, avec des intervenants spécialisés. Donc, avec notamment le partenariat avec Mégalis Bretagne, qui nous a amené à accompagner les projets de dématérialisation depuis cette période-là, 2013-2014. Plus récemment, nous avons aussi développé notre équipe avec des intervenants spécialisés sur le RGPD pour aider les collectivités à se mettre en conformité avec cette réglementation. Donc, c'est devenu finalement un assez gros service que propose le centre de gestion aux communes du département. Communes, communautés de communes, syndicats intercommunaux, voilà, toutes les structures publiques locales. Et puis, je dirais aussi que dans l'équipe, nous avons un cœur de métier sur le conseil en organisation. Et de plus en plus, nos collègues consultants sont amenés à accompagner eux aussi, finalement, les transformations numériques. Parce que quand on réorganise, on veut améliorer les fonctionnements internes, on est amené à s'équiper de nouveaux outils, d'outils informatiques. Donc, il faut aussi penser le changement d'organisation via les outils informatiques. Donc, on fonctionne de plus en plus sur des binômes chargés de mission, administration numérique et consultants, vraiment dans une bonne complémentarité. Un mot peut-être sur des retours d'expérience concrets de choses qui se sont passées comme projet justement de transformation numérique sur les territoires. Alors le premier retour que je voudrais faire, c'est qu'on a... On a finalement des demandes, nous, sur les accompagnements assez régulières dans le temps, sur, on va dire, ce qui concerne des états des lieux, des diagnostics, la demande de préconisation sur les évolutions des systèmes d'information.
Donc c'est soit des formes d'études, des études préalables, à l'acquisition d'un logiciel par exemple, ou de manière plus importante des schémas directeurs, où là on est vraiment plus dans le développement d'une stratégie. Donc on a actuellement de nouveau un regain sur ces demandes-là. On voit que les collectivités souhaitent un peu, je ne veux pas dire mettre au carré, mais voilà, rationaliser la gestion de leur informatique globalement. Commençons par faire des diagnostics, effectivement. Ben voilà, ouais. Et bon, je ne parlerai pas trop du volet RGPD qui nous occupe beaucoup en ce moment, mais c'est un volet bien spécifique. 2 exemples qu'on pourrait citer qui m'ont paru pertinents parce qu'on a du recul maintenant sur ces accompagnements. Ce sont 2 structures. Alors, une commune, une communauté de communes, pour avoir deux cas de figure. La ville de Passé, avec qui j'ai eu un échange récemment, qui avait fait appel à nous pour vraiment engager une démarche 100% des maths. Donc on était vraiment là dans l'idée de Mégalis aussi, d'avoir quelque chose de très global et une interrogation de toutes les missions qui pouvaient être optimisées grâce à des outils numériques et de la démat. Donc on a engagé tout un processus à ce moment-là pour réfléchir à de nouveaux usages et surtout avoir une démarche projet avec la collectivité et associer les agents dans cette réflexion. Donc quand on parle d'accompagnement, j'ai vu le mot blabla qui m'a fait rire parce que c'est vrai qu'on passe souvent pour des personnes qui arrivent et qui disent ce qu'il faut faire. Mais notre démarche à nous sur le terrain, c'est quand même concrètement travailler avec les agents, s'intéresser à leur quotidien, leurs tâches très précises, leur processus de travail et réfléchir à des outils qui vont permettre de faire ce travail d'une manière un peu plus rapide, plus confortable, plus en adéquation avec les besoins des usagers aussi qui attendent cette mission de service public un peu plus moderne et en ligne. Donc voilà, ça s'est déroulé déjà il y a quelques années maintenant, 2015. Le retour 3 ans après, c'est qu'effectivement, tous ces projets ont été menés. Donc, c'était assez agréable d'avoir ce retour. On voit que la mission a permis de déclencher la mise en place de ces projets. Ça a permis aux services de vraiment s'approprier en fait ces questions-là, de se projeter et du coup de lever quand même pas mal de freins au changement. Donc, on est vraiment dans une véritable méthode de conduite d'accompagnement du changement. Justement, au regard peut-être de cet exemple et puis plus largement des missions que vous avez pu mener sur ces thèmes, c'est quoi les freins au changement de manière générale autour du numérique dans les collectivités, de votre constat de terrain? Alors, il y a le frein qui est un peu évident, et puis c'est vrai qu'on a le CNFPT qui est là aussi pour en parler, c'est le manque de compétences parfois sur le sujet du numérique. On pense aux agents qui sont sur le terrain et qui peuvent être un peu effrayés, avoir des inquiétudes par rapport à des outils qu'ils maîtrisent mal, avec lesquels ils ne sont pas à l'aise. Mais au-delà de ça, on a aussi tout le volet de l'encadrement, les directions, les cadres, qui eux-mêmes ne sont pas forcément dans cette culture-là, pas toujours à l'aise et pas forcément en capacité du coup de porter des projets, d'être un bon interlocuteur pour mener ces projets-là. Et les élus, alors les élus sont parfois au contraire un accélérateur quand ils sont très branchés sur le numérique, mais dans certains cas, les élus aussi... je pense à toutes les questions de dématérialisation d'instances, de conseils. Voilà, les élus, eux aussi, sont des usagers, comme les autres, finalement, de certains services numériques et sont parfois en difficulté et ont besoin d'être accompagnés également. Donc, il y a ce frein de la compétence technique, on va dire. Au-delà de ça, je pense qu'il y a quand même aussi parfois de l'existant d'un point de vue technique qui freine beaucoup. C'est-à-dire que quand on a déjà un système d'information qui ne fonctionne pas bien, qui n'a jamais été vraiment pensé, qui a beaucoup de défaillances, forcément, on a du mal à se projeter sur de nouveaux outils informatiques. Parce que le premier réflexe, c'est de se dire, de toute façon, dès que je vais vouloir utiliser ma plateforme, mon logiciel, ça va planter, j'ai mes utilisateurs qui vont attendre, ça va me prendre 2 fois plus de temps qu'avant. Voilà, il y a le côté, ça va pas marcher. Il y a le poids de l'histoire quelque part qui... Et c'est vrai que malheureusement, on part de loin dans certaines structures qui n'ont jamais eu une démarche et les moyens de s'équiper correctement. Et le dernier, peut-être pour finir, de ces freins, c'est parfois la difficulté même à concevoir un vrai pilotage de projet. Parce que quand on engage un changement d'usage important, donc des nouveaux outils informatiques, c'est quand même un changement parfois très important de pratique au quotidien.
il ne faut pas voir ça comme un projet technique, un projet purement d'acquisition d'un matériel et puis hop, on le met en place. C'est vraiment toute une démarche qu'il faut penser et on pourra peut-être y revenir de manière plus détaillée. Mais ça demande vraiment une logique projet, accompagnement, communication qui n'est pas toujours vraiment une pratique en place dans certaines structures. Mais dans certaines, ça l'est. Élise, pour juste terminer peut-être sur cette introduction, quelle bonne pratique à retenir selon vous rapidement ? Alors, la bonne pratique, je pense qu'on y reviendra peut-être, mais c'est vraiment, comme je le disais, concevoir un véritable projet, donc s'interroger sur ses objectifs, sa stratégie. Ça demande une réflexion préalable quand même qu'il ne faut pas négliger. Ça demande aussi un travail de priorisation et de dimensionnement, c'est-à-dire que parfois... on veut s'équiper parce que c'est dans l'air du temps, il faut le faire, tout le monde le fait. Il faut quand même se poser beaucoup de questions avant, choisir vraiment les bons objectifs en adéquation avec les besoins de la structure. Et c'est pas si simple que ça. Toutes les structures sont pas comparables. On n'a pas forcément les mêmes besoins que le voisin, même si c'est une commune de la même taille. Et puis, pas hésiter à se faire accompagner parce que des personnes comme nous qui arrivons... pour accompagner un projet, on va permettre de prendre du recul, on va aider à rythmer le projet, on va cadencer pas mal les choses, soulager un peu cette charge de portage projet, être plus spécialiste aussi pour dialoguer avec des éditeurs et lever certains freins côté service. Et puis, ce qu'on fait aussi, certaines collectivités le font bien sûr sans être accompagnées, mais c'est la démarche de travail en réseau. Monsieur Lemoine parlait de coopération tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est qu'il faut interroger les expériences des uns et des autres, faire jouer ces retours d'expérience. On travaille beaucoup sur des comparatifs, des études de marché, donc du benchmark. Il y a tout un travail aussi de réseau entre collectivités et même éditeurs à mener. Cette curiosité aussi de voir ce qui se passe parfois. Mais c'est vrai que ça demande des moyens, ça demande une ingénierie et c'est une fonction d'ingénierie qui n'est pas aujourd'hui toujours présente dans des structures moyennes. Peut-être juste une question pour compléter très rapidement, une question du public. Quelle complémentarité entre le CDG et Mégalis, justement ? Et on nous pose souvent cette question parce qu'on nous dit, mais finalement, ce que vous faites, est-ce que c'est pas ce que fait déjà Mégalis ? Nous, notre objectif avec Mégalis, c'est de se compléter. On cherche vraiment la complémentarité. Mégalis, c'est vraiment l'acteur qui fédère cette innovation sur le numérique, a pu mettre en place des outils mutualisés sur toutes les collectivités de la région, peut répondre à des questions sur ces outils et puis accompagne, c'est vrai, des projets sur le terrain, mais plutôt en mode pilote. Et diffuse aussi beaucoup de connaissances, fait des rencontres, et diffuse sur son site internet. C'est une structure vraiment de mutualisation impressionnante. Nous, à notre niveau, on est plutôt vu comme un relais de terrain, c'est-à-dire qu'on va véhiculer les mêmes messages, on va orienter vers les mêmes outils. On est très porteur des offres de Mégalis. Mais on va être sur place avec les équipes, avec l'ensemble des collectivités de notre territoire, l'Ille-et-Vilaine. Et on va accompagner vraiment sur le terrain ces structures. Donc c'est vraiment une complémentarité qui fonctionne bien maintenant depuis 2014, je crois. C'est ça. Dans la durée. Merci Élise Andevelt. À vos côtés, un deuxième directeur général des services, Arnaud Lecourt. Vous êtes donc arrivé en mars 2017, je crois, à Dinan Agglomération, en tant que directeur général des services. Vous avez prévu une petite présentation un petit peu visuelle pour qu'on comprenne bien, parce qu'on parlait d'une démarche avec Élise, de démarche globale, et vous, c'est vraiment ce qui s'est passé au niveau de Dinan Agglo. Il y avait un contexte aussi, une grande fusion qui s'est opérée en 2015. Aujourd'hui, c'est 64 communes, c'est ça, Dinan Agglomération ? Tout à fait, oui. Je vous laisse officier. Voilà. Merci. On a quelques chiffres. Alors à la fois démarche qui peut paraître globale, mais qui est quand même relativement pragmatique. Et donc effectivement, si on avait attendu en fait d'avoir quelque chose de complet, un contour complètement défini de notre transformation numérique, moi, je ne serais pas là, en fait, parce que j'aurais pas... Donc, vous allez voir, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas calées. Donc, un mot sur Dinan Agglomération.
près de 100 000 habitants, 64 communes. C'est la fusion partielle de 6 EPCI et du pays de Dinan. Donc Dinan Agglo fait partie des 4 EPCI bretons qui ont intégré en fait le pays. 550 agents et un service ici composé de 3 agents. Je pense qu'on va y revenir. En termes de compétences, 2 particularités. Un PLUI H qui sera arrêté dans 3 mois maintenant, et une voirie d'intérêt communautaire, donc 1600 km de voirie communautaire au 1er janvier prochain. Le contexte numérique, souvent je dis on n'est ni bon ni pas bon. On a fait notre dématérialisation en silo, en suivant effectivement et en anticipant aussi les objectifs réglementaires, mais voilà, pas d'approche globale. Voilà, des applications métiers, des workflows qui existent en RH ou sur les finances, qui ont été mis en place, mais pas de logique globale. Voilà, donc, et une diversité pratique. Alors, quand je dis des pratiques, c'est aussi du niveau de compétences, puisqu'on est issu justement de 7 structures différentes. Alors pour ça, petite histoire de l'innovation et la transformation à Dinan Agglo. Le président Arnaud Lécuyer, élu donc en mars 2017, passe la commande dans cette salle-là. C'est presque la vraie photo. Il me dit voilà, maintenant il faut innover. Bon. Alors, équipe de direction, on se réunit, innover, on s'est un peu demandé, on a tapé dans Google en fait, pour savoir ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que c'est innover ? Parce que c'est bien de le dire, mais une fois qu'on l'a dit, voilà. Donc, bon, on s'est un peu posé la question, puis on s'est dit, bon, on va faire un truc simple, dans l'absolu. On a lancé en fait un brainstorming innovation auprès des services en disant, vous avez carte blanche. Alors, vous oubliez l'argent, vous oubliez les ressources humaines. On lance en fait ce brainstorming, donc, qui a eu lieu en juin 2017. Et le point commun, un grand nombre de projets, c'est la relation aux usagers. Alors, il faut préciser que dans les fusions, ces grandes fusions, on a oublié l'usager. En 2016, 2017, on a fait autre chose en fait que de s'occuper de l'usager. On a déjà organisé nos petites affaires. Et de cette chemin faisant, ce qui est arrivé, c'est se dire il faudrait qu'on arrive à horizon 2020, 2022, une fois de plus, pas très clair, à avoir Dinan Agglomération dans ma poche, donc une plateforme à l'échelle du territoire, mais pas uniquement Dinan Agglomération, ses services, Dinan Agglomération, les communes du territoire et aussi d'autres partenaires. On pense notamment au département également, à travers la maison du département. Voilà, donc une belle idée. Le temps a un peu passé, on se dit comment on va faire ça, et voilà, on se heurtait en fait à une question complexe. Une organisation chez nous en silo assez classique finalement, mais qui ne permet pas en fait d'appréhender la complexité. Et il fallait aussi se repositionner, c'est vrai que sur l'usager, parce que ça fait effectivement un petit moment qu'on ne lui a pas demandé en fait, à l'usager ce dont il avait besoin. De là est venu voilà, un plan en fait, de transformation. Donc, premier point, un audit ici, conduit par le centre de gestion des Côtes d'Armor, qui nous a permis effectivement de vérifier que la structure SI était en place. Alors, si on peut mettre la diapo d'après, merci, voilà. On a conduit en fait les différentes actions qui étaient ressorties de l'audit. Voilà, on les a priorisées en mode travail collectif avec l'ensemble, enfin, avec les directeurs et les chefs de service pour voilà, qu'on ait un vocable commun, une attente commune en termes de SI. L'étape suivante, qui est concomitante en fait en termes de timing, c'est une expérimentation à l'innovation publique, puisqu'on partait du principe que les outils dont on dispose actuellement ne permettent pas en fait de répondre à la complexité de la transformation numérique. Et donc on a opportunité, donc je me tourne vers ma voisine, opportunité en mars 2018, l'annonce de la 3e université européenne de l'innovation. Et là, on s'est dit, banco, notre projet, la Dinan Agglo dans ma poche, on ne sait pas trop comment faire. Eh bien, on va y aller, on va le présenter. Donc, on a désigné une chef de projet en interne. Donc, il y a eu toute une préparation aux universités d'été conduite par le CNFPT. Et l'intérêt de ces journées, ça nous a vraiment... Donc, on était 14 de Dinan Agglo. J'ai dit, allez, on y va. Il faut vraiment... En nombre. faut changer de modèle, en fait. Donc, on y va. Et ça nous a permis, effectivement, sur le fond, le point important, c'est d'appréhender, effectivement, des nouvelles techniques d'animation pour appréhender donc, ces projets complexe. Alors, on a concrétisé en interne avec notre première journée d'innovation qui a eu lieu en octobre. On a aussi participé à la semaine de l'innovation. Le point suivant, le plan de formation donc, qui a été adopté lundi dernier en conseil d'agglomération, donc tout récent, 2019-2021, qui est composé de 5 axes. Et
principalement pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, un axe justement sur l'intelligence collective et l'innovation qui est donc conduit par le CNFPT et dont la journée de lancement a lieu mardi prochain. Donc on est vraiment dans le 4 décembre, dans le timing. L'objectif, c'est de former, en fait, de sensibiliser, c'est plus juste, l'ensemble des cadres de l'agglomération à l'intelligence collective. Donc ça veut dire quoi, intelligence collective? Ça veut dire quoi, innovation, hein, et on fonctionnera par mini-conférence. L'axe 3, il peut sembler assez classique sur les outils bureautiques et numériques, mais l'enjeu ici, c'est vraiment de faire notre propre programme d'inclusion numérique. Ça a été évoqué tout à l'heure, de former nos agents de terrain au numérique. Alors voilà, on est bien au numérique, pas à la bureautique, numérique, c'est-à-dire comment je peux optimiser l'utilisation de mon smartphone. Comment je peux déposer mes congés de manière dématérialisée, parce que l'application chez nous existe, mais les agents n'ont pas forcément accès. Donc c'est notre programme d'inclusion numérique pour une partie de nos collaborateurs. On retrouvera bien sûr les outils bureautiques plus classiques. Adapter notre organisation, donc c'est vrai que DinoAgglo ça existe depuis 2 ans, donc on a 2 ans je dis souvent 2 ans de vie commune, et on a adapté notre organisation en ayant bien en tête cette transformation. Donc on a retravaillé en fait une direction des affaires générales. On a mis ensemble en fait les systèmes d'information, les affaires juridiques, pour vraiment construire le secrétariat général, pour vraiment construire le socle en fait de la donnée, avoir cette base commune technique et juridique. Hein, ça rejoint les questions RGPD. Et puis dans notre organigramme, on a formalisé en fait 3 axes transversaux qui n'existaient pas avant. Donc c'est l'organigramme du 1er janvier prochain, hein, voilà, qui a été adopté lui aussi lundi soir. 3 axes transversaux pour renvoyer, donner du sens et dire aussi aux collaborateurs, il n'y a pas que cet organigramme au silo, il y a aussi des places à prendre en tant que chef de projet. Et donc dans ces axes, bien sûr, on retrouve la transformation numérique. Alors j'insiste, orienté usager, parce que la finalité, c'est pas notre transformation interne, c'est bien effectivement c'est au service vers l'usager. Le tout dans une démarche d'innovation publique. Le point suivant concerne... alors, ça a été évoqué aussi, un point important pour nous, c'est une expérimentation sur la médiation numérique. C'est-à-dire que c'est bien de faire la transformation numérique, mais on va perdre en fait les fameux 35% que vous avez évoqués de personnes qui n'ont pas de smartphone. Voilà, donc là, en lien avec, en application, finalement, c'est notre contribution au schéma départemental, enfin une de nos contributions au schéma départemental de l'accessibilité et de l'amélioration des services publics. On lance en 2019 donc une expérimentation de médiation numérique sur 2 secteurs de notre territoire qui sont en zone grise, en partenariat avec le département. L'idée est assez simple. On va, le projet n'est pas, enfin, c'est un projet, hein, donc on va le lancer là début 2019, d'avoir un médiateur numérique sur le même lieu et les mêmes temps de présence que les travailleurs sociaux du département, puisque le retour des travailleurs sociaux du département, c'est de dire, nous on n'est pas formés à la médiation numérique, c'est pas notre métier. Et donc on puisse avoir finalement un accompagnement assez global, voilà, sachant que les personnes qui ont le plus besoin souvent du numérique, c'est pour faire des démarches administratives, et ce sont précisément le public des travailleurs sociaux du département. Voilà, l'action suivante. Alors, c'est là où on n'a pas un projet global bien ficelé. On se pose la question, voilà, comment arriver, mais on y travaillera tranquillement en 2019 sur le design de service et quel AMO. Donc voilà, donc notre objectif c'est toujours DinoAgglo dans ma poche, mais c'est pas voilà, se pose la question effectivement, quelle méthode, quelle collaboration, à quelle échelle. Et je rejoins sur ce qui a été dit par Gérard Allec. Notre objectif c'est pas de créer un produit DinoAgglo dans ma poche, c'est de voir comment avec les plateformes déjà existantes on peut les mutualiser, mais intégrer effectivement les services de l'agglomération, les services des communes et de nos partenaires. Donc, il y a eu des éléments déjà de réponse qui ont été donnés. Et aussi se poser la question quand même de la transversalité avec les autres publics et schémas prospectifs, hein, notamment dans le cas de la Brescope ou encore du schéma d'accès aux services publics que j'ai évoqué tout à l'heure. Voilà, donc encore quand même pas mal de questions pour arriver à la fin, bien sûr, à DinoAgglo dans ma poche, mais qui sera peut-être DinoAgglo dans ma poche, Corrigo, enfin je ne sais pas, mais en tout cas, il faut qu'on arrive à que l'usager, lui, à la fin, il ne doit pas savoir en fait si c'est DinoAgglo, si c'est la commune, si c'est la région. Il veut du service et il doit avoir une plateforme de service. Et c'est pas à lui de savoir qui est la collectivité qui est derrière. Donc les périmètres aujourd'hui géographiques ne sont plus forcément ceux de nos usagers. Il y avait une réaction sur 3 agents au service informatique. Est-ce suffisant pour la taille de la communauté d'Agglo ?
je suis très embêté parce que le chef de service informatique, il est dans la salle. Alors clairement, trois agents aujourd'hui, c'est court. Ça nous permet aujourd'hui d'assurer vraiment le back-office technique. Voilà. Par contre, effectivement, on se pose la question des moyens internes pour faire conduire cette transformation. Alors, on renforcera le service, puisque dans le cadre du plan de formation sur la bureautique, le numérique, le choix que l'on fait, c'est un formateur interne. Partant du principe que, et je n'ai rien contre les formations du CNFPT, mais on sait qu'un collaborateur qui va 2 jours en formation sur la bureautique à Saint-Brieuc, il retient globalement 20% en fait de ce qu'il a vu pendant 2 jours, et surtout il n'aura pas le service après-vente. Quand il va refaire en fait le tableau croisé dynamique, il va être tout seul devant son ordinateur et le formateur il est plus là. Donc là le pari que l'on prend, alors on travaille beaucoup avec le CNFPT par ailleurs, mais le pari effectivement que l'on prend, c'est de dire on va avoir un formateur interne. Voilà, il y a près de 550 collaborateurs à Dinan Agglomération. Et ce collaborateur, il va devoir mettre en place un plan de formation adapté quand même à nos différents publics et notamment à cette question de l'inclusion numérique. Voilà, donc on va renforcer effectivement sur la formation dans les semaines à venir. Merci Arnaud Lecourt. Le temps file. On va prendre notre 4e et dernier témoignage. Donc à vos côtés, Marie-Élodie J, directrice adjointe chargée de la formation à la délégation Bretagne du CNFPT. Voilà, on va expliquer un petit peu le rôle, les missions de votre organisme. Votre cœur de métier, c'est donc la formation, on l'a bien compris. Oui, on n'intervient vraiment que sur la formation. Voilà. Mais, des territoriaux principalement aussi. Vous dites, vous allez nous dire comment cela s'accompagne, ce changement sur les territoires. Vous proposez plusieurs types d'offres, vous, au sein du CNFPT. Oui, alors effectivement, le CNFPT est l'établissement de formation pour les fonctionnaires territoriaux. On a également pas mal de partenariats, et ce depuis plusieurs années, avec d'autres, soit des associations ou d'autres types d'organismes, soit aussi des ministères, pour justement pouvoir former plusieurs types de publics en même temps pour rejoindre aussi les enjeux d'échange de pratiques et d'être vraiment sur de la transversalité. Donc voilà, on s'ouvre aussi aux collègues et aux élus dans certains cas. Pour nous, effectivement, il semble que la formation est vraiment un des leviers du changement. Alors c'est pas le seul, mais en tous les cas, ça participe vraiment à l'accompagnement des transformations. Et pour ce faire, on a plusieurs types d'offres. Alors c'est vrai que là, l'objectif, c'est pas de vous dérouler un catalogue exhaustif des 2000 propositions pour l'année prochaine au niveau de la Bretagne. Oui, mais en tous les cas, vous dire que effectivement, on a une offre qui se décline en intercollectivité, où là, s'il y a par exemple un RSIT ou un agent qui doit être formé sur une thématique particulière, eh bien, il va trouver dans l'offre intercollectivité un stage ou une formation qui va lui correspondre. Et puis, on va faire, comme l'a précisé Arnaud, des formations en intra qui sont vraiment là sur mesure, ou des formations en union de collectivité, où on va là vraiment retravailler sur les territoires, notamment des EPCI, pour être au plus près des actions et au plus près des agents qui ont besoin de se former. Et pour ce faire, on utilise plusieurs types de méthodes. Donc soit effectivement des formations en présentiel un peu classiques, où effectivement au bout de quelques temps on a éventuellement oublié tout ce que l'intervenant, malgré tout l'intérêt qu'il a pu donner comme information. On a en parallèle de la formation qui est aussi à distance, donc totalement à distance, des séminaires en ligne qui durent parfois 1h30, qui est répercuté sur plusieurs semaines, de façon à avoir des temps d'appropriation, de pouvoir se former sur son lieu de travail, et puis des formations mixtes en fait qui allient les deux, des temps à distance et des temps en présentiel. Donc là, l'établissement va vraiment vers ces nouvelles modalités, l'accompagnement des réseaux professionnels, puisque effectivement les échanges de pratiques participent à la formation et sont aussi un des leviers de formation, au-delà d'avoir un intervenant sachant, mais on est vraiment sur d'autres façons d'apprendre. Donc voilà, entre pairs, des retours des expériences, des accompagnements de projets, et puis des journées événementielles avec Mégalis et avec d'autres partenaires également, pour travailler sur des thématiques vraiment dédiées où il y a une évolution réglementaire ou pas d'ailleurs sur les sujets. Et le mot-clé, vous disiez anticipation. Il faut vraiment intégrer cette question de la formation en fait au processus global du changement en fait.
Oui, parce que voilà, le changement, on pourrait dire, c'est permanent. Donc bien souvent on pense changement de logiciel, alors il va falloir acheter l'outil, il faut trouver le prestataire, il faut être plus sur le mode opérationnel, et bien souvent les agents se retrouvent à la fin en bout de chaîne en se disant ah oui mais alors ils ont l'air un peu stressés quand même tous ces gens-là, mais comment ça se fait? Bah oui, on leur a pas soit communiqué l'information avant, soit on les a pas vraiment formés, soit aux outils, soit à d'autres nouvelles méthodologies, d'autres façons de faire. Alors, on parle beaucoup d'innovation publique, mais c'est vrai que comment est-ce qu'on interroge les usagers? Comment est-ce que les agents, du coup, sont accompagnés dans ces nouvelles façons de faire? Et donc, on est vraiment sur la formation aux outils, mais également la formation des managers et des agents. Parce que le management a quand même un rôle et une place prépondérante en la matière. Et avec tous ces nouveaux usages, eh bien, le management se transforme aussi. Et donc, c'est extrêmement important de former et d'accompagner à tous les niveaux les agents qui sont amenés à travailler sur ces transformations. Et c'est important que vous alliez en direction de ces collectivités aussi pour leur expliquer ce qu'ils exigent. Je crois que vous avez un représentant finalement dans chaque territoire de la Bretagne. Alors, oui, alors on s'est organisé en Bretagne de cette manière-là. S'il y a des transfuges hors région, là vous aurez une autre organisation CNFPTienne. Mais effectivement, on a découpé le territoire de la Bretagne en 21 et on a 21 conseillers formation qui sont des référents territoires et donc qui ont vocation à aller au plus près et donc échanger avec les collectivités sur les unions, sur les besoins d'intra, les besoins d'accompagnement spécifiques de façon à ce qu'on puisse proposer ces services-là au plus près. L'enjeu, effectivement, c'est d'accompagner ces transformations et d'éviter aussi aux collègues de faire des déplacements quand ce n'est pas nécessaire, même si on propose une plateforme de covoiturage inclus dans notre système, etc. Mais l'idée, c'est vraiment d'amener la formation et d'amener les échanges au plus près des agents, au plus près des territoires, pour justement aussi éviter cette fracture de je ne peux pas venir en formation, je ne peux pas être accompagné, mais d'être vraiment dans une démarche collective et puis de travailler aussi avec les collègues des communes d'à côté, parce que ça évite aussi l'isolement sur différents métiers où parfois la polyvalence fait que l'agent est le seul à exercer la compétence au sein de la structure. J'intègre une petite question de notre public parce que ça a trait particulièrement à ce que vous êtes en train de dire. Un constat sur les parcours carrière, métiers SI sont souvent annulés, reportés, proposés dans des lieux éloignés. Est-ce qu'il n'y a pas assez de demandes pour que ça se passe comme ça? Alors effectivement, on travaille sur des itinéraires métiers. Et donc, on a un itinéraire métier pour les RSIT, d'autres pour les agents plus polyvalents, etc. Et l'offre du CNFPT est une offre, là, pour le coup, parmi beaucoup d'autres offres, notamment de prestataires privés, voilà, qui ont des démarches très claires. Nos collègues RSIT ont aussi des habitudes de formation issues de leur parcours. Et donc, on propose au niveau de la délégation une offre de formation, mais bien souvent, effectivement, quand les agents sont peu nombreux, on la propose soit au niveau du Grand Ouest, donc oui, on peut proposer d'aller en formation à Orléans, Tours ou Angers, voire à Paris, pour assurer un nombre minimum de participants pour ces formations. Donc c'est vraiment pour nous un enjeu, et là je le redis aussi clairement devant vous, d'avoir des collègues qui identifient notre offre de service et notre offre de formation en la matière, et nous disent aussi parfois, ou même nous dire carrément si ça convient, si ça convient pas et dans quelle mesure on doit la faire évoluer, puisque c'est un objectif aussi de faire évoluer en permanence notre offre de service. Très rapidement, pour terminer, s'il vous plaît, Marie-Élodie, troisième prérogative du CNFPT, la dimension veille et prospective, puisque le changement, c'est aussi, se fait partout. Vous avez un observatoire des métiers. À quoi est-ce que ça sert très concrètement et qu'est-ce que ça vous permet Alors voilà, ça fait partie d'une des compétences peut-être un peu plus méconnues du CNFPT. Donc on a un observatoire des métiers national. Et donc, on agit, entre guillemets, tous les ans sur des territoires, là pour le coup, sur la globalité de la France. Donc, pour la Bretagne, l'opération va être menée en 2019 et on fait ça tous les 3 ans. Les objectifs sont vraiment de travailler sur la dimension RH au niveau global et donc de travailler sur l'évolution des métiers. Et puis, on a aussi une dimension quanti pour voir aussi comment est-ce que les recrutements s'opèrent, pour vraiment être dans cette dimension de veille et faire le lien de ce fait entre les évolutions des métiers et les besoins, notamment en termes de compétences,
pour, bien entendu, faire évoluer l'offre de formation, les besoins. Est-ce que c'est plutôt de la formation de formateurs internes pour accompagner et se dire c'est au fur et à mesure qu'on va le faire, ou est-ce que c'est des formations totalement à distance, où on arrête, ou voilà. C'est vraiment une adéquation qu'on essaye de faire avec les métiers. Merci beaucoup Marie-Élodie Gé. On termine ainsi notre premier tour de table. On va passer à des questions peut-être un petit peu plus transversales. Éric Hennebeau, on l'a bien compris, le côté volontaire par exemple de vos équipes, mais très concrètement, les besoins d'accompagnement par exemple à Roscoff, ils se placent sur quel niveau et comment vous le mettez vous en place très clairement dans vos services ? Le besoin d'accompagnement, il intervient surtout lorsque on est avec des nouvelles procédures à mettre en place. Et donc, ça s'est concrétisé notamment, puisqu'on est avec Mégalis, lorsqu'il s'est agi d'expérimenter, en tout cas de partir comme volontaire dans l'open data. Nous avons apprécié l'accompagnement de Mégalis parce que ce sont des choses tout à fait nouvelles. Nous n'avons pas d'informaticiens dans nos services, même si nous avons 54 agents, mais nous avons une petite ville qui a toute une grande, mais avec des services multiples, mais pas de services informatiques. Et donc, Mégalis nous a mis, en tout cas les collègues de Mégalis nous ont mis un appétit sur cette ouverture des données. Mes collègues, alors les élus, bien sûr, il fallait aussi qu'ils acceptent. Oui, bien sûr. Et donc les élus ont dit OK, si les agents acceptent, parce qu'il n'est pas question qu'on prenne quelqu'un qui va assurer cette mission. Et donc les collègues, comme toutes les opérations dont on a parlé tout à l'heure, étaient volontaires, mais malgré tout, c'est une technique que l'on n'a pas l'habitude d'opérer. Et donc l'accompagnement de Mégalis, c'était indispensable, mais on a la satisfaction, en tout cas la collègue qui a pris ça en charge principalement, a eu la satisfaction de pouvoir déposer des données, donc les bâtiments, etc., et qui, nous espérions, seraient récupérés par des start-up ou bien des associations. Aujourd'hui, c'est un peu la déception, mais bon, ça va pour proposer des choses justement en direction peut-être des usagers, justement. Des usagers, des associations peut-être spécialisées, enfin en tout cas qui se spécialisent dans l'informatique. Voilà. Mais on comprend cette question du temps long peut-être pour se saisir effectivement. Oui, voilà, je pense. Et puis, je regrette que il y ait eu beaucoup de communication sur la protection des données, 25 mai. Et donc là, on nous a... il y a eu les médias n'ont pas cessé de parler parler de ça, la protection des données. Et puis le 7 octobre, ouverture des données. J'ai pas eu connaissance de communication. Voilà. Donc, et je pense que ça aurait pu certainement susciter aussi un certain nombre d'impétence pour les associations ou les entreprises. Je voudrais simplement rebondir sur l'intervention de Marie-Élodie sur le distanciel. J'avoue, en tant que DGS, mais aussi intervenant occasionnel, que lorsque le CNFPT a présenté ce nouveau mode de formation, j'étais un peu interrogatif parce que je me disais... il y a quand même un intérêt pour le stagiaire d'avoir un échange avec le formateur. Mais bon, voilà, on va voir. Et j'ai 2 collègues ou 3 qui ont eu à suivre cette formation. Alors, une partie distancielle, une partie en présentiel. Et c'est génial. Parce que effectivement, quelle nécessité y a-t-il à ce que le stagiaire soit présent dans une salle, qu'il parcourt des kilomètres pour être devant un formateur, sauf peut-être pour créer un petit groupe, et bon, voilà. Mais sinon, cette convivialité, elle peut s'instaurer ultérieurement. Et l'essentiel de la théorie peut s'acquérir de toute façon par la distance. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait aussi l'Association des maires du Finistère, en coopération avec l'UBO et CNFPT et CDG. Dans la formation des élus, les élus peuvent suivre des formations non plus seulement en présentiel, mais aussi à distance, à l'heure qui leur convient. Donc, là, simplement, et j'arrêterai là-dessus, l'interrogation, c'est sur les personnes qui n'ont pas d'ordinateur dans leur service, enfin, les agents qui n'ont pas d'ordinateur dans leur service. Pour l'instant, ça s'est bien passé parce que c'était des agents administratifs qui avaient l'ordinateur devant elles. Mais
Si c'était un agent des services techniques ou un agent d'un service extérieur, il faudrait certainement organiser le service différemment, hein, mais voilà. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne appréciée. Laisser aussi du temps au temps et après voir le côté global des choses. Juste une petite question, Marie-Élodie J. On nous demande combien d'agents sont formés par an en Bretagne par le CNFPT. Effectivement, en question de stats, on a pratiquement 55 000 agents qui sont formés en Bretagne. Là, c'était pour 2017. Pour 2018, on finalise, bien entendu, l'année n'est pas terminée. Donc, le mois de décembre va être intense pour nous en termes d'activité, comme pour tout le monde. Voilà, donc on est à peu près là-dessus. On a pratiquement 750 intervenants, qui sont des intervenants, soit des fonctionnaires territoriaux, à 55% d'entre eux, qu'on va chercher pour leur expertise et qu'on accompagne ensuite sur la formation. Voilà, des nouvelles modalités d'animation, du présentiel, des formations à distance, du tutorat, formation de formateurs, etc. Et puis autrement, on est sur un système de marché public. Une question pour vous, Élise, pour le CDG 35. Avez-vous accompagné des collectivités vers la mise en œuvre de services communs SI? Si oui, quelle méthode avez-vous utilisée et pour quels résultats? Donc la réponse est oui, effectivement. Nous avons travaillé sur des projets de mutualisation et je veux dire qu'on est régulièrement interrogé sur cette question-là. Donc la méthode qu'on a employée, effectivement, elle s'inspire d'une méthode d'accompagnement de projet type schéma directeur aussi, c'est-à-dire on a commencé par faire déjà questionner les enjeux, les objectifs possibles pour pas partir sur tout un tas d'hypothèses qui seraient pas qui seraient jamais retenues de toute façon. Donc donner un périmètre quand même au projet. Nous avons travaillé avec chacune des communes membres de l'Interco et l'Interco elle-même pour faire des états des lieux. Donc état des lieux du matériel, du parc concrètement, de l'organisation du service apporté aux usagers internes. Donc là, on est plutôt sur le volet, les agents eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils disent de leur système d'information. Ils en étaient plutôt satisfaits. Déjà. Bonne chose. Et un état des lieux sur la question plutôt des outils et des usages. Donc, quels sont les logiciels métiers en place et quels outils collaboratifs et quels nouveaux projets étaient envisagés pour chacune de ces collectivités. Le but, c'était, sur la base de ce diagnostic, de formuler des préconisations. Donc, l'univers des possibles, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de développer pour ces structures-là, et parmi tous ces projets, lesquels pourraient être portés par l'intercommunalité dans le cadre d'une mutualisation. Donc on a fait un gros travail, et là aussi en utilisant des techniques d'animation type intelligence collective. Alors on n'a pas fait du design à l'époque, c'est quand même récent, je veux dire, pour les collectivités, la pratique du design de service. Mais on a utilisé pas mal d'outils physiques, matériels, pour faire de la priorisation de projets, des systèmes de points. C'est presque un poker. Il y a les systèmes de game, des pokers pour donner des points, prioriser certains projets, des démarches de post-it, de brainstorming, avec les services et avec les élus. Et c'est vrai que c'est une démarche qui nécessite de vraiment mobiliser auprès de tous les acteurs qui sont les parties prenantes du projet. Donc voilà, c'était quand même un gros travail. Et le résultat Alors le résultat, effectivement, on est sur un territoire avec une grande disparité dans les communes. Il y a des très grandes villes et des toutes petites communes rurales. Les besoins sont très très divergents, l'existant aussi. Donc finalement, l'Interco s'est plutôt tourné sur une mutualisation envers les petites communes du territoire. Donc c'est assez original, parce que sur beaucoup de territoires avec une grande ville-centre, on a souvent une mutualisation qui se fait service commun, ville-centre et interco. C'est le cas sur je pense à Saint-Malo-Aglo qui a cette configuration-là. Là, c'est pas le choix qui a été retenu. Au contraire, c'est plutôt une offre de service d'ingénierie aux petites communes. C'est-à-dire quand elles ont des besoins, quand elles ont des projets, qu'il y ait une ressource à l'Interco pour leur répondre et leur dédier des compétences et une expertise. Ce qui a été écarté, et c'était surprenant aussi, mais finalement ça s'explique bien. Et j'en ai parlé avec Yvan Pochon de la communauté de communes de Saint-Main-Montauban, qui était une autre intervention avec qui on a pu échanger récemment. Elle a le même cas de figure, c'est-à-dire que les petites communes ont déjà, quand elles ont un contrat assez global avec un prestataire qui leur assure toute la maintenance, tout le renouvellement du parc, et voire certaines offres autour de la sauvegarde.
voire même des logiciels. C'est le cas de certains éditeurs qui font des offres très complètes. Ces petites communes-là, elles n'ont pas la garantie qu'en travaillant avec un service mutualisé de l'Interco, elles auront la même offre de service, les mêmes garanties, la même réactivité. Et l'Interco elle-même n'est pas souvent en mesure d'offrir des garanties sur ce sujet-là. Donc en fait, on a plutôt travaillé sur effectivement un recrutement. Donc là, le CDG est bien placé aussi pour aider à définir un profil, une stratégie de recrutement aussi, parce que l'informatique, c'est tout un tas de métiers et il y a là aussi parfois une méconnaissance des différents niveaux de compétences, domaines métiers dans l'informatique. C'est pas pareil de recruter quelqu'un qui va faire de l'assistance niveau 1, du dépannage, du soutien aux utilisateurs, que quelqu'un qui va gérer tous les contrats avec le prestataire et qui va engager des projets et porter quasiment une politique, mettre en œuvre la politique de modernisation des élus. Donc on a beaucoup travaillé sur ce recrutement et aujourd'hui c'est un système qui fonctionne. Et je dirais que dans les communautés de communes, on a pas mal de questionnements. Ceux qui ne sont pas encore aujourd'hui, qui n'ont pas déjà mis en place un service informatique interne et mutualisé, se posent des questions et effectivement... là où on leur apporte pas mal d'éléments, c'est qu'on peut leur offrir des comparatifs, une mise en relation avec des collectivités qui ont eu des projets similaires, de la même taille. Mais il y a vraiment une réflexion et des stratégies complètement différentes selon les établissements. Une question pour Dinant Arnaud-Lecourt. Vous appuyez-vous sur les ressources du territoire pour votre transformation numérique ? Alors, si on peut préciser le terme de ressources, du coup, parce que... Alors, c'est une question du public. Alors, peut-être les ressources, peut-être qu'il y avait déjà dans les différentes structures qui ont après constitué ce Dinant Agglo. Est-ce que ça a été des choses qui ont été pensées ? Alors, en termes de... alors, si on parle notamment je pense qu'un des premiers éléments, c'est notre relation avec les communes du territoire qui doit effectivement rentrer dans ce projet de transformation. Ce qu'on a évoqué, c'est effectivement Dinant Agglo dans ma poche, c'est bien l'ensemble du territoire et de ses communes. Donc on travaille, il y a un représentant des communes qui est ici, mais on travaille effectivement avec les communes on se met plutôt en position, en fait, alors travailler avec les communes à 64 communes, c'est compliqué. Il faut poser le contexte. Donc on est plutôt en positionnement en fait, d'animateur, donc deux niveaux en fait. On se met plutôt en position d'animation. Animation, on a travaillé pour le RGPD, donc avec le centre de gestion, avec le 100% des maths avec Mégalis, et on se met plutôt effectivement à coordonner. Donc il n'y a pas de mutualisation véritable avec les communes. Et après on a un deuxième niveau, mais qui est un niveau de réflexion, qui est de savoir comment en fait on organise une mutualisation, non pas entre les communes et l'Interco, mais plutôt entre groupes de communes, c'est-à-dire un niveau de mutualisation à l'échelle intercommunale, avec des communes qu'on appelle nous de centralité secondaire, qui joueraient en fait ce rôle de relais. Donc ça vient poser en fait la question du rôle des DGS de ces communes de centralité qui quelque part deviennent un petit peu aussi doivent prendre un temps pour l'agglomération ou pour un temps de réflexion intercommunale. Donc, donc ça fait l'objet on a des échanges réguliers, ça fait l'objet d'un séminaire avec les DGS de ces communes de centralité pour travailler sur l'évolution du rôle de DGS et comment les communes et les compétences de nos collègues de communes pouvaient contribuer en fait à cette transformation numérique. Voilà, mais 64 communes, c'est compliqué. C'est compliqué. Il nous reste 5 petites minutes. On va relancer pour faire un petit tour de table de conclusion notre petit nuage de mots. Peut-être si Thomas veut bien opérer le petit sondage. Voilà. Que vous évoque maintenant la conduite du changement, peut-être au vu des discussions qu'on a eues ici. Est-ce que sur ce même principe du nuage de mots, 1, 2, 3 mots-clés de ce que vous évoque, voilà, expliquer la mutualisation, on boucle un peu avec peut-être notre première table ronde. Effectivement, voilà, motivation. Oh, c'est bien, ça a beaucoup... Brouillard, d'accord. Donc tout n'est pas extrêmement clair. Bon, après, effectivement, en 60 minutes, c'est pas forcément évident d'évoquer... tous les éléments de ces sujets qui sont, on l'a bien compris, quand même extrêmement complexes et extrêmement divers. Voilà. Alors, je vous laisse prendre le micro peut-être et nous donner un petit mot. Vous l'avez en main, Arnaud Lecourt, juste pour terminer sur... peut-être c'est pareil, la question à 100 000.
Alors moi, à la question, effectivement, j'aurais répondu, j'ai pas joué en même temps, mais la question, c'est la réponse, de mon point de vue, c'est une opportunité. C'est-à-dire qu'on a tendance à voir en fait l'ensemble de ces changements, enfin notamment quand on fait une fusion à 6 EPCI, ça doit avant tout être effectivement une opportunité pour les collaborateurs. Donc il faut passer du stress et de l'angoisse à effectivement l'opportunité. Voilà. Après la conduite du changement, moi j'ai toujours un petit problème avec le terme de changement, puisque effectivement quand j'ai commencé dans les collectivités il y a à peu près 15 ans maintenant, on allait en formation en fait au CNFPT, puis on nous disait on va en formation conduite du changement pour passer d'un point A à un point B. Aujourd'hui, on va en formation sur la résilience, on va en formation sur l'agilité. Pour dire finalement le changement, enfin moi je dis souvent aux collaborateurs, le changement c'est tout le temps, et donc l'objectif de l'organisation c'est finalement qu'elle soit bien résiliente et qu'elle s'adapte en permanence en fait à ce qui nous arrive. Donc il n'y a plus de passage d'un point A à un point B, il y a il y a une évolution en fait permanente qui doit se mettre en place. Marie-Élodie, peut-être sur ce qu'on voit. Oui, alors bon, ça me fait rire. Je commence aussi un peu fin également, puisque on s'est tous levés un peu tôt ce matin pour arriver envoyé un jusqu'ici. message subliminal pour dire que oui, c'était alors l'heure de juste manger. pour vous dire sur cette question-là, effectivement que l'objectif, il me semble, c'est d'être toujours dans l'écoute et dans l'échange des collègues et ne pas prendre parfois les inquiétudes qui sont exprimées ou les craintes comme un refus de l'outil ou de la transformation, mais c'est plutôt de se dire que chacun aussi doit avoir et a son temps de transformation et donc qu'en fonction des opérations qui sont menées, ça peut aussi être différent et que la temporalité est intrinsèque à chacun. Donc de dire aussi que nous, ce que les collègues nous partagent quand on est en formation action ou en retour d'expérience, etc., c'est qu'effectivement ils ont un petit peu peur, parfois des craintes, y compris pour leurs emplois, parce que quand on parle de mutualisation, à un moment donné, il y a quand même des choses qui peuvent les toucher à titre personnel à ce niveau-là, mais que globalement, ils sont quand même très intéressés par ces évolutions et que ça les attire parce qu'ils voient bien aussi que c'est dans l'air du temps, c'est une évolution et que même si à titre professionnel, ils peuvent être un peu chamboulés, à titre perso, ils sont aussi vraiment dans une démarche de compréhension et d'aller aussi vers ces nouvelles modalités avec une dimension d'agilité, comme le disait Arnaud. Élise Andevelt, en quelques mots, et on conclura avec vous, Eric Hennebeau. Oui, effectivement, j'ai dit quelques mots au tout début de cette table ronde sur la notion même de changement. Il y a aussi cette question de temporalité que vous évoquiez. On parle nous souvent de la courbe du deuil, c'est-à-dire que oui, il faut du temps, on passe par plusieurs étapes quand on est confronté à un changement et qu'on ne l'a pas forcément choisi. Et les directions, les élus ont parfois ils ont déjà basculé, ils sont déjà sur 3 étapes plus loin, alors que les agents, eux, sont en pleine tourmente. Et il faut parfois se rappeler que pour des personnes qui mènent des projets, il faut revenir au temps des agents, des usagers qui, eux, sont encore au tout début de leur processus de changement. Merci. Et puis, pour finir aussi sur l'idée de coopération et de réseau, le retour que me faisait donc la DGS de communauté de communes de Saint-Marc-Montauban, c'est qu'effectivement, au-delà des formations en tant que telles, l'aspect tutorat et formation interne est ce qui avait le mieux marché pour prendre en main certains outils, se remettre à niveau sur des pratiques même bureautiques, et qu'il développait beaucoup ce côté travail en réseau, même entre communes du territoire, pour se faire des mini formations sur des outils pratiques. Et finalement, c'est aussi comme ça qu'on partage des bonnes pratiques et qu'on gagne en efficacité. Merci Élise, Eric Hennebeau pour conclure. Alors, en complément de ce que vient de dire notre collègue, effectivement, je pense qu'il ne faut pas vouloir foncer et puis au risque de se planter, il faut aller pas à pas, en tout cas si c'est ainsi que les agents, puisque souvent ce sont des agents qu'il s'agit. Mais pour reprendre un certain nombre de mots là, qui rejoignent aussi ce que vient de dire Élise, c'est échange, coopération, je pense que c'est important. Et puis, dans ce cadre-là, je pense qu'il faut regarder ce qui a marché chez le voisin et puis bien sûr en tirer
les bons côtés et puis éviter les échecs. Et puis prendre aussi, je vais rejoindre un peu Monsieur Lahellec là, donc je ne vais pas prendre Corrigo, mais je vais prendre Guidigo, parce que tout à l'heure je parlais d'appétit, moi mes collègues ont de l'appétit, et donc quand elles ont vu Guidigo qui est utilisé par les petites cités de caractère pour le chemin du patrimoine dans la collectivité, elle a repris cette application, ma collègue, pour les navettes estivales. Et ça permet donc aux visiteurs, mais aussi aux usagers en général, les habitants de la commune, bien sûr, d'avoir sur leur smartphone les horaires du passage de la navette. Voilà, donc je pense qu'il faut absolument, et pour finir, reprendre aussi ce que disait Arnaud, c'est échanger et puis en interne réorganiser. Ouais. Et chez nous aussi, à Oléon Communauté, eh bien, les DGS, secrétaires généraux, sont mis en contribution pour évoluer dans les dossiers de mutualisation. Et donner les impulsions aussi voilà, tout à nécessaires. fait. Merci beaucoup à tous les quatre. Je pense qu'on peut vous applaudir pour la qualité de ces échanges. Et puis une nouvelle fois, merci à vous aussi ici présents. Je vous laisse effectivement regagner la salle. Alors on va patienter un petit peu avant de sortir pour prendre notre déjeuner. On va avoir la chance d'avoir deux conclusions intéressantes de cette matinée. Et pour commencer, je vais demander à Nathalie Sarabezol, présidente du conseil départemental du Finistère, de bien vouloir prendre place au pupitre et nous dire quelques mots en guise de conclusion pour cette matinée, puisque tout ça va se poursuivre après autour d'ateliers cet après-midi. Voilà, conclusion, c'est peut-être beaucoup dire, mais peut-être un mot de suite pour ensuite ouvrir sur la poursuite de cette journée. Merci pour cette invitation, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, merci pour cette invitation. Pour ce qui donc ne sera pas une conclusion, je suis venue accompagnée d'Armelle Reguin, qui est vice-présidente du Conseil départemental sur les sujets d'aménagement du territoire, mais aussi de numérique, et de Kevin Ford, donc, qui est maintenant délégué au numérique au Conseil départemental et qui va suivre plus attentivement toutes les questions, notamment les questions qui sont abordées ici. Simplement, pour dire qu'évidemment, le Conseil départemental est présent sur ces questions, non seulement en interne de la collectivité, mais aussi vers le grand public et la population, parce que le numérique, ça touche la vie quotidienne des uns et des autres, ça touche aussi la vie sociale, ça touche les organisations, ça touche à la sécurité. En fait, ça touche vraiment au plus près, au cœur de la vie de nos concitoyennes et concitoyens. Et bien entendu, nous sommes très présents sur ce sujet. Vous l'avez certainement évoqué depuis ce matin, tous les avantages de cette question de la transition numérique et de ces apports du numérique dans nos sociétés, des vrais leviers de transformation, et c'est important d'en disposer, mais aussi quelques risques identifiés, alors qui sont évidemment sur lesquels nous pouvons aller de l'avant pour essayer de pallier à ces risques, mais qui sont présents et auxquels nous devons être attentifs, des risques de fractures, notamment de fractures numériques. Au-delà des questions techniques, je pense qu'il y a des enjeux politiques très forts sur ces sujets du numérique, des sujets qui touchent à la garantie des libertés, à la garantie de l'égalité aussi sur le territoire, des enjeux qui touchent à l'anticipation des évolutions à venir. On le voit dans l'actualité du quotidien. Souvent, ce qui nous arrive, des colères, des énervements, c'est lié beaucoup à un manque d'anticipation ou à un manque d'application sur ces anticipations nécessaires. Et puis, il y a un enjeu très fort d'accompagnement des personnes dans une stratégie d'inclusion numérique qui est très attendue. Donc, l'objectif, évidemment, c'est de faire en sorte que cette opportunité que nous apporte le numérique soit vraiment une opportunité, soit réellement une opportunité. Et pour cela, évidemment, il y a des réflexions à mener collectivement, ce qui est fait ici, et je trouve la démarche évidemment très intéressante. Au Conseil départemental du Finistère, nous avons mis cette question des usages du numérique comme dans les projets emblématiques du département. Nous avons construit en 2016 un projet départemental, et la question des usages du numérique est apparue comme une évidence dans les projets emblématiques du département. Bien entendu, ça a été évoqué tout à l'heure, autour de l'e-administration, des nouvelles marges
peut-être pour nous, pour des nouvelles tâches, mais aussi des nouvelles possibilités en termes de simplification dans l'accès aux politiques publiques. Et puis, évidemment, aussi en termes de proximité pour les usagers, les usagères. La question de l'inclusion numérique nous semble également importante. Nous avons identifié sur le territoire du département, alors évidemment au niveau régional c'est encore plus important, plus de 200 partenaires sur ces sujets-là, notamment dans les espaces publics numériques, des partenaires qui proposent parfois du prêt de matériel, mais qui proposent aussi de l'initiation au numérique. Les bibliothèques départementales, les bibliothèques dans les départements, les communes sont très présents sur ces sujets et donc sont très actifs sur les territoires départementaux. Nous avons mis en place au conseil départemental un open data qui se veut départemental. Nous avons fait un petit tour en 2016 quand on a évoqué le sujet de l'open data pour savoir s'il y avait des démarches nationales, régionales, pour savoir si on ne pouvait pas mutualiser, travailler ensemble sur cette ouverture des données. Cela a été dit, je pense que tout à l'heure, qui est une obligation légale pour les collectivités de plus de 3500 habitants, donc avec une obligation au 7 octobre dernier d'ouverture des données. Finalement, nous n'avons pas trouvé de projet qui était dans le même phasage que le nôtre, ce qui ne veut pas dire qu'ensuite nous ne pouvons pas continuer à travailler ensemble. Donc le conseil départemental a ouvert son propre outil d'ouverture de données départementales, mais notre objectif, bien entendu, c'est d'accompagner les collectivités qui le souhaitent, qui ne seraient pas parties d'elles-mêmes sur le sujet. J'ai vu que Roscoff était déjà parti, mais nous avons fait un petit tour d'horizon. Ce n'était pas le cas dans énormément de communes du département. Donc notre proposition, c'est d'ouvrir cette Open Data 29 aux collectivités qui le souhaitent de manière gratuite pour pouvoir y mettre à disposition leurs données, voire de trouver des dispositifs pour des espaces dédiés dans cette open data pour un peu plus de visibilité. Et puis il y a toute la question de l'accompagnement des collectivités, mais là avec Mégalis et puis avec les partenaires, je pense que le sujet peut être traité de l'accompagnement, parce que ouvrir les données c'est bien dans l'esprit, mais en pratique ça demande beaucoup de choses. Quelles données, comment fiabiliser les données, comment les mettre voilà, l'ouverture. Éventuellement, après, comment faire une ligne éditoriale aux données, comment donner un accès plus que de la donnée brute. Donc, tout ça, je pense qu'il faut que nous y réfléchissions ensemble, ce que nous allons faire, bien entendu. Et puis, pour terminer sur les projets que nous avons, là, nous travaillons, le directeur général des collectivités bretonnes, donc du conseil régional, des métropoles, des départements, sur un projet de service public BZH, donc sur l'esprit de servicepublic.fr, donc BZH. Nous travaillons collectivement sur ce projet de service public qui serait bien entendu basé sur des objectifs d'accessibilité, de connexion, de mutualisation, dont l'objet serait d'informer assez largement sur les droits, les dispositifs, les démarches à l'échelle de la région Bretagne, développer une plateforme de téléprocédure, centraliser les infos pour permettre des dispositifs du type « dites-le nous une fois », pour éviter que les personnes aient à répéter plusieurs fois la même chose. Enfin, voilà, tout ça est en cours au niveau régional. Nous y participons activement, mais en partenariat, bien entendu, assez large avec les autres collectivités de département. Donc, je le disais, tout cela est, au-delà de la technique, éminemment politique, éminemment important pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Le fait que vous ouvriez des réflexions de ce type-là me paraît tout à fait symptomatique de ce qu'il nous faut faire, essayer de rendre nos réflexions conjointes pour avancer tous ensemble et partager pour que, je répète ce que je disais tout à l'heure, que cette opportunité du numérique soit une réelle opportunité pour nous permettre d'éviter les écueils qui nous attendent. Je pense que cette union autour de la réflexion est importante. Donc merci et félicitations pour cet engagement que vous avez tous sur ces sujets. Merci beaucoup Nathalie Sarrazol pour ces éléments d'éclairage. Va vous succéder au pupitre Loïc Chenet-Girard, président du Conseil régional de Bretagne et président également de Mégalis, pour quelques éléments aussi sur cette question des services numériques en Bretagne. Bien. Monsieur le maire, merci de votre accueil ici à Carhaix. Madame la présidente du Finistère, chère Nathalie, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs
les directeurs généraux, directeurs, agents de nos collectivités, mesdames, messieurs, partenaires de Mégalis. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Merci d'être venus nombreux pour cette journée de travail. C'est à mon avis bon signe. Ça veut bien dire que nous avons tous en tête que l'enjeu du numérique est au cœur de nos métiers, au cœur de nos collectivités, au cœur de la vie de nos citoyens. Et ça veut bien dire aussi que nous représentons tous collectivement, quelque part, un service public moderne qui s'appuie sur ce numérique pour offrir le meilleur à notre population avec des coûts maîtrisés. C'est bien cela que nous avons en tête à chaque instant. 2018 a été une année de profond changement pour tous les secteurs en Europe avec la RGPD. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Nathalie en a très bien parlé juste avant. Il y a là des enjeux de taille. Nous avons à intégrer cette nouvelle donne qui, je crois, va modifier sensiblement le comportement de certains de nos concitoyens, va modifier aussi sensiblement le comportement des acteurs, les collectivités bien sûr, mais aussi les entreprises. 2018, c'est aussi le passage à la dématérialisation totale des marchés publics. C'est quelquefois invisible pour les élus, mais je tiens à saluer ici le travail extraordinaire qui est fait dans chacune des collectivités de Bretagne pour mettre en œuvre tous les systèmes de connexion divers et variés qui permettent de faire en sorte que cela fonctionne bien. C'est un travail de fond indispensable. Ça peut faire peur d'ailleurs à certains de nos agents sur le terrain. Ça peut angoisser aussi certains élus sur le terrain. Et il faut toute la bienveillance, toute l'énergie des managers des collectivités publiques pour réussir cela. Donc soyez tous remerciés pour le travail que vous réalisez. Enfin, vous dire que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'avec nos partenaires fidèles, centres de gestion, les directions départementales des finances publiques, le CNFPT, nous avons notre place en tant que Mégalis pour vous accompagner. Vous accompagner parce que c'est d'abord dans le cœur de notre métier, c'est ce qui a été décidé par les actionnaires de Mégalis. Ils sont 64, les 59 intercos, les 4 départements, la région, pour pouvoir être au service des 1280 clients de Mégalis, qui sont les 1280 collectivités de Bretagne qui utilisent nos services, quelquefois sans même s'en rendre compte, et qui nous demandent plus de performance, plus d'agilité, de trouver des nouvelles solutions aux problèmes qui sont devant nous. On a même oublié finalement qu'on avait inventé quelque chose de furieusement moderne, c'est la mutualisation avant l'heure, c'est de travailler ensemble sur un back-office commun, c'est d'être en capacité d'inventer ensemble les outils numériques dont nous avons besoin, outils numériques que nous n'aurions pas pu développer seuls, à aucun niveau de collectivité, ou alors à des coûts qui seraient bien supérieurs à ceux que nous avons réussi à créer ensemble. Mégalis, c'est un bel actif commun. C'est un bel actif commun et nous devons en avoir conscience tous collectivement. Et il y a encore beaucoup de choses à faire. Et d'ailleurs, pour la prochaine période, 2020-2024, les groupes de travail ont été largement suivis par l'ensemble des collectivités. Les réunions se sont succédées pour dire voilà les sujets dans lesquels il faut aller, voilà les sujets sur lesquels nous sommes attendus, que ce soit pour la GED, que ce soit pour l'instruction des permis, que ce soit pour effectivement la numérisation de différents documents ou la numérisation de certaines relations avec les concitoyens. Nous voyons bien qu'il y a là des offres de services numériques qui sont attendus par les collectivités pour accroître leur performance. Et ce n'est pas un gros mot dans notre service public. Et puis attendus par nos concitoyens parce qu'ils nous attendent et ils nous attendent vivement sur beaucoup de sujets puisqu'ils sont accoutumés, habitués à utiliser les outils numériques au quotidien avec l'ensemble de leurs acteurs, que ce soit pour faire leurs courses, commander des services divers et variés, et demain pour consommer du service public, excusez ce terme qui est volontairement bizarre, agressif à mes oreilles, mais qui est quand même utilisé par nombre de nos concitoyens. D'ailleurs, l'enjeu au passage, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils consomment du service public, puisqu'ils le consomment sans s'en rendre compte, et après ils disent qu'il faut finalement moins d'argent public. Il y a là un paradoxe assez original sur lequel nous, les élus, nous avons certainement à nous pencher dans les années qui viennent. Mégalis, c'est aussi l'outil commun pour être capable de développer des projets qui naissent sur les territoires. Ça ne doit pas forcément être un outil pour créer quelque chose au niveau de notre région pour après le déployer sur l'ensemble du territoire. Ça peut être aussi des projets qui montent du territoire et qui ensuite sont proposés à l'ensemble de la région. Ça a été le cas pour le sujet de l'instruction du droit des sols. Des remontées de terrain de PCI nous ont exprimé des besoins. Nous avons lancé le service. Aujourd'hui, un tiers à peu près des collectivités utilisent ce service qui sera d'ailleurs modifié dans les années qui viennent avec des nouvelles mises à jour, voire des nouvelles
fonctionnalité. Et puis on peut citer Wesgo, qui a été porté par Armel, qui a été porté par le Finistère, pardon, plus que Armel, par le Finistère, qui est né dans le Finistère et qui aujourd'hui est proposé bien au-delà d'ailleurs juste de la Bretagne. Il est utilisé aussi à Nantes, il est utilisé aussi en Loire-Atlantique, et donc en Bretagne générale et pas que au sein du Conseil régional de Bretagne, enfin en tout cas de la région administrative Bretagne. Ce sont des exemples qui montrent que nous avons là un outil qui peut accélérer notre capacité à inventer des nouvelles choses, accélérer notre capacité à construire des nouveaux projets pour être en avance de phase par rapport à l'attente de nos concitoyens. Nos concitoyens, ils sont nécessairement de plus en plus exigeants, ils sont nécessairement de plus en plus en attente par rapport à notre capacité de produire des services publics qui soient en phase avec leur vie quotidienne. C'est un constat, nous le vivons comme cela. Nous avons pris de l'avance sur certains sujets. Corrigo a été évoqué par Gérard. Sur d'autres sujets, nous avons encore des choses à inventer. Mais je pense qu'avec Mégalis, nous avons là l'outil, 1, pour la confiance numérique, 2, pour être capable d'avoir le back-office qui permettra demain aux communes, aux intercos, aux départements, à la région, d'avoir des outils sûrs, qui soient robustes. Et d'ailleurs, la panne que nous avons vécue il y a quelques jours montre bien que même en étant robuste, on a quelquefois des moments de fragilité, pour être en capacité de déployer des nouveaux services que nous n'avons pas forcément encore aujourd'hui en tête, mais qui commencent à germer dans l'esprit de certains de nos collaborateurs, certains des directeurs ici présents, j'imagine, et puis de la nouvelle fournée d'élus qui arrivera en 2020 et 2021, qui seront des élus qui auront forcément encore une autre manière de penser les choses. Et d'ailleurs, au passage, c'est un petit enjeu pour l'ensemble des agents ici présents et pour Mégalis, que de préparer l'arrivée de ces nouveaux élus et que dès le départ, ils intègrent certains des outils que nous sommes en train de concocter et qui seront mis à disposition dès le début du prochain mandat. Mégalis, c'est de l'industrie lourde. Mégalis, c'est de l'industrie lourde, c'est de la gestion de données, c'est de la gestion de sujets complexes, c'est de la sécurité qu'on doit vous apporter, à vous, quelque part, nos clients, en utilisant ce mot à dessein. Et vous êtes en relation avec les entreprises, vous êtes en relation avec les citoyens, et ce n'est pas le boulot de Mégalis. Je le redis là, soyez assurés de cette neutralité de Mégalis. Nous sommes un outil collectif, un outil au service des collectivités de Bretagne. Et après, en s'appuyant sur cet outil, l'ensemble des collectivités, l'ensemble des élus de ce territoire sont capables de répondre à leurs interlocuteurs. C'est cela, à mon sens, qu'il faut garder en tête. Et pourquoi tout cela est important? Pourquoi je suis devant vous aujourd'hui? Pourquoi vous êtes nombreux, je pense, dans la salle? C'est parce que tout ce que nous sommes en train de déployer, tout ce que nous sommes en train de construire ensemble avec l'ensemble des collectivités est à la base, finalement, de la démocratie. Finalement de la démocratie, parce que nous voyons bien que la confiance dans les outils numériques, la confiance dans les collectivités, dans le service public, elle est robuste à partir du moment où ces services publics, ces collectivités sont capables de s'adapter au monde qui change et s'adapter aussi à ce besoin qui est d'utiliser des outils numériques tout en ayant, encore une fois, une sécurité maximum par rapport aux données que l'on confie, qui sont vis-à-vis de nos collectivités, des données qui peuvent être très sensibles, très intime pour l'ensemble de nos concitoyens. C'est une des raisons d'être du service public et des collectivités. Et donc, merci pour votre présence. Merci aux équipes de Mégalis pour l'énergie qu'ils mettent dans le déploiement des outils et pour la gestion du stress quand il y a des petits moments de bug. Mais globalement, je pense que tous ensemble, on arrive à faire des choses plutôt remarquables et discrètement à sa place. Mégalis est très fier de voir l'usage que vous faites de l'ensemble des outils qu'on a décidé de créer en commun. Merci à vous. Bon appétit, j'ai vu qu'il y avait le mot fin dans le nuage de points, donc j'arrête là. Et puis, sinon, il va y avoir un énorme fin qui va terminer mon intervention. Non, ils ont arrêté le nuage de points, tant mieux. Et bon appétit et bons travaux cet après-midi. Merci. Merci beaucoup, Loïc Chenet-Girard.